me rappelle d'enregistrer le vidéo. Là. Je suis pas le meilleur pour ces petites choses-là. Donc, finalement, j'ai regardé pour le faire à distance, en considérant la nouvelle situation. Puis, ce qui a été décidé, c'est qu'on le fasse en présentiel. Donc, la dernière fois qu'on va se présenter à l'université, ce sera mardi prochain pour faire l'examen intra. Donc, dans la mesure du possible, si tout le monde peut garder son masque pendant l'examen, si c'est pas trop agressant, ce serait apprécié. Moi, certainement, je vais le garder toute la période. Là. On va se voir une fois en chair et en os avant la fin de la session. Donc, j'imagine que ça fera pas plaisir à beaucoup de personnes, mais c'est comme ça pour l'examen intra. Là. J'ai regardé comment faire ça à distance, puis c'était vraiment trop tard, trop complexe, puis c'est pas. C'est ça, c'est pas mal ça. Donc, il faut me le dire, par exemple, si vous avez des symptômes, des choses comme ça. Tu sais, évidemment, là, on va pas vous obliger à venir pour ça si vous avez des symptômes ou quoi que ce soit. Donc, écrivez-moi là s'il y a quoi que ce soit. C'est la dernière fois qu'on va être en présentiel, certainement. Donc, Antoine Beaumont va aussi donner les TP à distance à partir, euh, pas la semaine prochaine, mais du premier TP qui va être SolidWorks. Là. Donc, je reviendrai dans 2 petites secondes à SolidWorks. Donc, premièrement, l'intra est une durée théorique de 2 heures, c'est-à-dire qu'on a raccourci légèrement l'examen pour vous permettre de le faire un peu plus rapidement. Donc, étant donné que vous avez donc 2 périodes back-à-back d'examen, c'est-à-dire qu'il y en a qui finissent de 6 à 8, puis de 8 à 10, ben là, on se ramasse avec une- vous êtes trop collé, là, donc là, ça, c'était problématique pour nous. Donc, on a raccourci un petit peu l'examen. Vous devriez être capable de le finir à l'intérieur de 2 heures. Entre autres, ce qu'on a fait, on vous a rempli certaines des cartouches. Normalement, on vous les fait remplir en entier. Donc, les cartouches que vous aurez à remplir devront évidemment être très bien remplies. C'est à considérer pendant que vous faites l'examen. Donc, il a été raccourci un petit peu. Le niveau est pas difficile. On n'a pas mis un examen trop, ou en fait chien là, de base. Là. On comprend le contexte actuel. Donc, c'est fait une petite coquille. C'est pas 5 questions, c'est 4 questions. L'examen compte pour 20% de la note finale du cours, donc c'est quand même un bon morceau. Vous devez apporter votre carte étudiante, table et matériel de dessin, évidemment. C'est à ce moment-là que vous allez vous en servir. Et il y aura 4 questions à l'examen. Donc, vous avez un exercice sur la construction géométrique qui est en bonne partie fait. Euh, c'est donc qui est en bonne partie fait. Vous avez donc des géométries simples à compléter dans le numéro. Donc, je vais m'assurer que tout est. En fait, que ça se fait vite sur un numéro qui peut être assez long, qui l'était. Ensuite, on a 2 exercices de vue à compléter. C'est-à-dire que on a un peu comme dans les examens de pratique, ou pas dans les examens, mais dans le numéro de pratique, où est-ce que vous devez compléter la troisième vue. Donc là, vous avez deux des vues, vous complétez la troisième et vice-versa. Donc, c'est des numéros de même. C'est des numéros, puis je vous le dis, tu sais, ces numéros, les points se perdent très rapidement. C'est-à-dire que le numéro n'est pas complexe, le numéro n'est pas long, théoriquement, mais il faut bien voir la pièce. Donc là, évidemment, pour pallier à ça, il y a dans un numéro peut-être 1 ou 2 difficultés. Donc on parle de 2 lignes là, qui peut être très très rapide à dessiner. Euh, mais on donne des points pour la cartouche, on donne des points pour la propreté, on donne des points pour l'enveloppe de la pièce. Donc on divise, mais les points se perdent rapidement. Donc faut bien prendre le temps de réfléchir à ce que vous marquez là-dessus. C'est essentiel, là. C'est des numéros qui sont faits de cette façon-là. Ensuite, il y a une mise en plan complète de 3 vues avec des pièces qui sont plus simples qu'à l'habitude.
Encore là, ça c'est un des numéros qui est long, là. Vous pouvez prévoir sûrement 1 heure sur l'examen de 2 heures pour le dernier numéro. Donc si vous faites le calcul, ben gardez-le pour la fin pour être sûr d'aller accumuler tous vos points sur le reste de l'examen. Donc c'est pas mal ça pour l'intro. Je vous laisse poser vos questions. J'imagine que vous en avez. Ouais, les mêmes. Donc là, étant donné que vous êtes environ, écoute, vous devez être 10 par TP à peu près, là, 10 à 12 par TP maximum, ça va être les mêmes salles, à l'exception probablement de l'étudiant en situation de handicap, là, s'il y en a dans votre groupe, j'en suis pas encore certain. Donc, s'il y en a, ces personnes-là seront dans un local séparé pour considérer la différence de temps accordée. Donc, ça. Ouais, ouais. Excuse-moi, tu parles de la description de l'examen ici? Ouais, ouais. Ouais, je l'ai corrigé. Écoute, sur le gun, là, j'ai fini de travailler puis j'ai corrigé le PowerPoint à ce niveau-là. Là, j'ai vu les erreurs. Là. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mal corrigé. C'est 4 questions et non pas 5. C'est 2 exercices de vue à compléter. Donc, ça ne représente pas la réalité, là. C'est les notes qui sont sur le cours. Et malheureusement, j'ai pas le contrôle sur ce qui est affiché. Donc, prenez ce que je vous dis comme, comme vrai. Là. Les notes de cours, c'est pas moi qui s'en occupe. Donc, je veux pas y toucher à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est de la calculatrice, oui, vous avez droit. Là, c'est pas un problème du tout d'utiliser la calculatrice. Ouais. Euh, je sais pas si ça existe un examen bien coulé, là, mais on se comprend. Euh, Normalement, non, c'est pas un examen qui coule beaucoup d'étudiants. Euh, j'ai quand même enseigné ce cours-là plusieurs années, là, littéralement. Les personnes qui coulent le cours, c'est des personnes qui n'ont pas fait ou qui coulent l'intra à tout le moins. Là. Couler le cours, c'est un autre discours, mettons. Mais couler l'intra, il y a deux types de personnes. Les personnes qui se sont pas assez pratiquées, ils n'ont pas posé de questions. Ça, c'est typique, là, je dirais. Là, ça arrive plus souvent qu'autrement que les personnes qui coulent. C'est des personnes qui ont pas étudié, pas venu au cours, malgré que le niveau de présentiel à date à distance semble assez bon. Là. On a 4-5 absents à chaque fois. Ben, il y a des bonnes chances que les personnes qui coulent le cours soient les 4-5 absents qui pensaient que le cours était facile. Donc, en général, c'est pas, vous avez 20 points qui comptent pour votre cartouche, ou jusqu'à 20 points cette année, on va peut-être le modifier un petit peu compte tenu qu'elles vont être pré-remplies en majorité. Mais vous avez beaucoup de points gratuits. Vous avez des points de propreté. Vous avez un 10-15 points de propreté là-dessus. Vous avez la cartouche. Fait que, vous arrivez rapidement à 30, 40, puis vous n'avez pas encore euh, commencé à répondre à la question en soi. Donc, je suis vraiment pas d'avis que c'est un examen qui est difficile. Euh, L'objectif étant d'avoir plus de 50%. La moyenne dans mes groupes est généralement entre 70-75%. Donc, c'est à peu près ce que j'espère avoir cette année. Évidemment, à distance, là, je suis complètement déconnecté de vous, comment ça va, du groupe. Là, j'ai quelques questions, mais dans le day-to-day, Antoine est plus en contact avec vous que je peux l'être. Fait qu'on ajustera, mais c'est pas, euh, c'est pas pire que les autres examens.
c'est un cours à double seuil. À moins que je me trompe, je vais aller revalider. Mais en ayant un cours à double seuil, vous devez avoir 50% en moyenne à toutes vos évaluations et 50% à vos évaluations individuelles. Donc là, ça veut dire quoi? Ça, grosso modo, c'est vous devez avoir 50% au devoir intra et final. Donc, on exclut finalement le projet à ça. Avant, on excluait tout ce qui était devoir et projet, mais maintenant, tout ce qui est individuel doit avoir 50% au minimum. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, tu sais, je l'ai dit, puis je peux pas assez le dire. Ce cours-là, je suis d'avis qui est difficile à couler. Oui, il y en a qui le coulent, mais il y a il y a deux raisons, là, généralement. Il s'est passé quelque chose dans votre vie, puis vous avez pas eu la motivation ou la santé pour faire le cours, ou vous avez juste été sur le party au pub, là. Il y a comme les deux extrêmes, là. Il y a des moments où j'ai vu des bad luck, là, mais les échecs ont toujours pu s'expliquer, là. C'était pas... c'est ça. C'était pas une question de capacité. Là. Tu sais, les cours de mathématiques à Polytechnique, il faut que tu coules trois fois avant de passer. Là. C'est pas ce cours-là. Là. Si tu fais tes efforts et que t'as pas de bad luck, tu vas passer le cours, c'est sûr. Plaisir. Donc, normalement, si les cartouches sont pré-remplies, ben, il y a une partie des cartouches qui est pré-remplie. Évidemment, votre nom ne le sera pas. Donc, vous devez indiquer votre nom sur chacune des feuilles réponses de l'examen et remettre tout l'énoncé de l'examen à la fin de l'examen. Bien sûr. Exactement, exactement. C'est ça, exactement. Puis, ce qu'on a, c'est que vous avez par exemple, un manche assis dans lequel on a enlevé une droite, deux arcs de cercle, puis ce genre de choses-là. Donc, vous devez compléter la vue qu'on vous a fournie. Ça fait plaisir. Je vais aller voir ça juste pour une petite seconde. Je vais aller voir juste pour qu'on parle de la même chose. Mhm. Donc, c'est sûr que le temps est un facteur, là. Normalement, la grande majorité des étudiants terminent dans les temps, là. C'est pas déterminant, mais oui, c'est un facteur. Par exemple, ça pourrait être, puis ça, en fait, on aurait deux numéros similaires à ça à l'examen, mais beaucoup plus simples. C'est-à-dire que là, vous avez quand même plusieurs géométries complexes, entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous avez, bon, une encoche en dessous, un plan incliné, un arc de cercle, une intersection là. Donc là, vous avez quand même plusieurs surfaces qui s'intersectent à analyser avec le derrière, la coche ici, là, à gauche de la pièce. Donc, là, c'est un numéro, c'est similaire à ça, mais simplifié, que vous auriez à compléter. Donc, c'est ici encore une fois, ça, c'est un numéro qui est long à faire parce que là, vous avez deux surfaces obliques avec une, deux, trois, quatre, cinq. Si je sais compter, j'arrête à 5. Sommet pour représenter la surface oblique avec deux cercles à dessiner. Donc là, c'est des pièces qui seraient longues à dessiner dans l'intra. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est par exemple un plan oblique simple avec une ou avec
une forme carrée dessus ou une circulaire, donc le plus simple possible pour vous tester, par exemple, la notion est-ce que vous avez identifié un plan oblique? Parce qu'on s'entend, le plan oblique, comme je l'ai dit, une fois que vous avez identifié que c'est un plan oblique, la difficulté de l'exercice est finalement nulle à toute fin pratique parce que c'est super séquentiel. Donc, il y a ça. Ensuite, dans les numéros de construction géométrique qu'on parle, c'est les numéros de la semaine 2, comme c'est ici, où on aurait beaucoup trop de fichiers pour se retrouver. Celui-là ici. Donc là, on aurait cette clé-là, dans laquelle on a effacé, par exemple, un rayon ici, ce cercle-là. Donc, juste des portions du dessin pour que vous démontriez que vous avez compris les méthodes de construction géométrique, puis que vous vous y retrouvez là-dedans. Donc ça, d'après moi, ça va être pas mal des points faciles cette année, compte tenu de la situation, là. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'examen intra? Je vois sur le chat qu'il y en aurait quelques-unes. Oui, oui. Donc, c'est assez représentatif. Je peux aller le regarder. Je l'ai regardé tantôt justement là, pour me remettre un peu dans ce qui a été fait. Semaine 5. Ce sera pas bien long, je suis pas à la bonne place. Donc ça ici, c'est une pratique à l'intra. Effectivement, ça c'est en fait c'est tous des numéros que c'est un ancien examen qui s'est retrouvé en pratique, là, un ancien examen que j'ai fait qui s'est retrouvé en pratique comme ça. Donc là ici, évidemment, ça c'est le corrigé. Là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais on a donc c'est pas super propre. Là, je vais peut-être le downloader pour que ce soit un peu plus clean. Donc on a ici une vue, il faut compléter la troisième qui est ici. Donc vous voyez, c'est des géométries simples, il y a quelques lignes, une surface ici, une autre là, un plan incliné qui est là. C'est assez représentatif, ce ne sera pas dans la même mise en page, là. On voulait sauver des pages. Ça ici, euh, c'est des numéros qui sont plus durs que ce que vous auriez à faire au niveau de compléter une vue, mais c'est une très bonne pratique. Encore là, ça c'est des bonnes pratiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont difficiles. Si vous avez ceux-là rapidement, vous allez clairement bien vous en sortir. Et ce numéro-là est assez représentatif de ce que vous pourriez avoir à l'examen. C'est un ancien examen qui est là. Donc, en vue en isométrique comme ça, on va en discuter. Vue en isométrique, ça a l'air d'une pièce complexe, mais vue de face, on s'en sort quand même bien avec ça. Donc c'est assez représentatif en général ou plus difficile. Fait que ça encore là, vous n'aurez jamais une pièce complète à faire comme ça. Donc si ça se passe bien pour vous, la pratique, je suis pas inquiet du tout pour vous pendant l'examen. Donc on me demande si on n'a pas la carte étudiante, est-ce que ça va aller? Euh, dans le cas où je vous connais pas, pour moi la carte étudiante devient importante. La carte d'assurance maladie, euh, les c'est à voir, là. Je te dirais que arrangez-vous pour avoir vos cartes étudiantes. Sinon, je vais devoir m'en remettre à Antoine pour qu'il vous reconnaisse, là. Finalement, avant, normalement, je connais bien les étudiants, les visages, là. Fait que si t'as assisté à 5 des cours avant, probablement que c'est correct que tu sois à l'examen, là. Donc, essayez d'avoir votre carte, là, c'est vraiment la base. Euh, Pour ce qui est de la feuille de notes, on n'a pas droit aux notes pendant l'examen. Donc, les erreurs que vous faites tout le temps, je vous conseille de vous en rappeler. Je pense que c'est pas un.
pense que c'est le pire conseil que je viens de donner, là. Mais je pense que c'est pas des choses qui sont difficiles à se rappeler. C'est trois ou quatre critères, méthodes, puis le reste, c'est de la pratique principalement. Donc, les notes de cours d'habitude, c'est pas un avantage, là. Donc, construction géométrique, effectivement, c'est comme de construire un hexagone, un pentagone ou une droite parallèle, ces choses-là. On n'a pas le droit à des feuilles de notes. J'ai de la misère à voir, c'est pas long. Pour la pratique, dans le fond, c'est combien de temps est-ce que ça devrait vous prendre? C'est difficile à dire parce que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numéros. Fait que vous pouvez prévoir un 4 à 6 heures faire ça étant que c'est des numéros qui sont plus difficiles. Ça demeure raisonnable comme délai. Ça peut se faire en deçà en dessous de ça, mais 4 à 6 heures, ça me semble raisonnable pour 8 numéros. Mettons 4 plus que 6, là, on s'entend, mais c'est un ordre de grandeur raisonnable. Donc pour ce qui est des lignes manquantes, non, effectivement, il n'y en a pas dans l'examen. Je suis pas un cachotier. Ça va être moi qui va corriger l'examen. La méthode de correction d'Antoine, normalement, est assez similaire à la mienne, donc ça devrait pas avoir de surprise. Effectivement, on n'a pas droit aux notes à l'examen. Donc, vous avez votre calculatrice, crayon, table à dessin. Ensuite, bon là, il y en a qui vont finir leur examen à 10 heures, là, donc vous allez devoir retourner avec votre table à dessin chez vous et la ramener une prochaine fois. Mais après l'intra, c'est fini la table à dessin, donc ça va nous faire tous beaucoup de peine. Donc une fois que c'est terminé, vous avez fini l'intra, dès que vous pouvez, vous allez reporter votre table à dessin au magasin où vous êtes allé la récupérer. Et par après, les TP vont se faire à l'ordinateur, donc sur SolidWorks initialement, puis sur AutoCAD. Donc, on va se faire 100% à distance avec l'écran, on va vous montrer des méthodes. Ça va être un défi de vous enseigner ça à distance pour une seule et bonne raison. Quand on est devant un écran, on a l'esprit qui dérape, puis on veut faire nos pratiques, puis se pratiquer pendant que j'explique, là, mais généralement, c'est pas super winner, là, parce que vous allez perdre des explications subtiles. Mais bon, on n'est pas rendu là. Donc, c'est pas mal ça pour l'intro. Vous allez reporter votre table à dessin et vous devrez vous installer le logiciel SolidWorks sur vos ordinateurs personnels. Donc là, j'imagine que ça peut arriver là, que certains d'entre vous n'ayez pas d'ordinateur personnel. Euh, ça en prend un, je pense, en 2020. Il n'y a pas de solution à ça. Là. Donc, je comprends que dans certains cas, ça peut être cher, mais ça en prend un, c'est certain. Après ça, si vous avez un vieux laptop qui roule moyen la machine, là, ou tu sais, SolidWorks, c'est pas un logiciel qui consomme beaucoup de puissance. Tu sais, j'ai roulé ça là, sur une vieille affaire pendant longtemps. Quand j'ai commencé mon bac en génie mécanique, je me suis dit que j'allais m'acheter un ordinateur pour être capable d'utiliser SolidWorks puis de bien faire ça. Tu sais, on voit les choses en grand. En réalité, c'était juste un prétexte pour m'acheter un ordi de gamer, là, on s'entend. Un laptop là, vraiment simple, là, ça fonctionne. Pour ce que vous faites avec SolidWorks, là, vous n'arriverez pas à la limite de SolidWorks dans le cadre du cours, c'est certain. Là. Ça prend des assemblages complexes qu'on n'aura pas avec beaucoup de mouvements relatifs, puis des choses que vraiment SolidWorks peut fonctionner avec pas grand chose dans, dans le cours. Là. On le pousse pas autant qu'on pourrait, disons. Donc, si jamais vous avez des problèmes de performance sur vos ordinateurs, ce qu'on veut mettre en place, c'est dans le fond un accès à distance des postes de laboratoire. C'est-à-dire que vous aurez accès
à vous connecter à un ordinateur de l'école à partir de la maison sur votre ordinateur personnel et utiliser la capacité ou le calcul, la capacité de calcul des ordinateurs de l'école au lieu du vôtre. C'est, on va se connecter, ça s'appelle un VPN, un Virtual Private Network. Il y a peut-être différentes façons de faire, là, je ne sais pas c'est quoi la méthode qu'ils ont choisi pour mettre ça en place. Mais grosso modo, si votre ordi n'est pas, on va dire, à la hauteur, ben vous allez avoir accès à distance aux ordinateurs de l'école. Ça, c'est pas encore démontré, là, fait qu'on va, on, on va voir comment les services informatiques s'en sortent. Euh, J'espère qu'ils sont pas pleins de belles promesses et que ça fonctionnera pas, là, mais c'est pas non plus impossible. Donc ça, je vous reviens. Là, après le cours, je vous enverrai un courriel pour vous dire comment télécharger le logiciel SolidWorks et installer-le avant le prochain cours jeudi prochain. Quand je dis avant, c'est pas une demi-heure avant. Ce logiciel-là, j'ai installé la dernière version récemment. Ce logiciel-là, c'est une heure et demie des fois d'installation selon l'ordinateur. Puis tu sais, j'ai un ordinateur performant, ça a pris 45 minutes environ. Donc, prévoyez-vous d'avance. C'est vraiment la base, être sûr que vous n'avez pas de problème avec votre licence, l'accès, ainsi de suite. Donc, pour jeudi prochain, vous devez avoir installé SolidWorks sur votre machine. Alright. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parfait. Donc, pour aujourd'hui, comme je... Ouais, ouais, exactement. Même chose, même heure. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Plaisir. Donc aujourd'hui, on va regarder quelques-unes des conventions de représentation lors de projections orthogonales. Euh, Écoute, j'aime pas vous dire ça, mais c'est pas des vues qui sont utilisées vraiment dans l'industrie. C'est pas des détails qui sont vraiment utilisés. Là. Probablement la meilleure chose à vous dire pour vous démotiver, c'est ça. Euh, N'empêche qu'il y a certains principes que je vais vous montrer sur SolidWorks pour vous dire, bon, ben si on s'en sert, oui, c'est de ça que ça a l'air, c'est pour ça qu'on fait ça. Euh, mais il y a plusieurs de ces diapositives-là qui sont plus ou moins, on va dire, d'actualité. Donc, je fais un disclaimer, puis après ça, on va rendre ça un peu plus intéressant. Donc, premièrement, ici, on a une vue interrompue. Une vue interrompue, c'est quoi? C'est une vue qui permet de densifier ou finalement on va même dire zoomer sur une pièce, sur les détails d'une pièce, en ignorant une partie d'une pièce qui est soit répétitive ou simplement longue. L'exemple parfait ici, c'est un râteau, c'est-à-dire j'ai un râteau, j'ai des détails dans cette section-là ici, j'ai un long manche et une extrémité avec l'information, par exemple l'arc de cercle qui est ici, ainsi de suite. Ben là, de représenter cette longueur-là en entier fait en sorte que la tête ici, elle est mal représentée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui accorder beaucoup de détails. Ça nous prendrait donc une vue auxiliaire pour, euh, pour euh, aller montrer les détails de la tête du râteau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça une vue interrompue ici. Et cette vue-là, vous l'avez déjà rencontrée finalement sur la clé lors de l'exercice de construction de géométrie, c'est-à-dire que vous aviez cette image-là ou cette vue-là avec au centre une vue qu'on appelle rabattue, qu'on verra un peu plus tard, qui est une vue qu'on voit de temps en temps. Donc, on a la vue interrompue ici. Ensuite, on a les vues incomplètes. Les vues incomplètes, c'est quoi? Ben, ici, on remarquera qu'il semble nous manquer des informations sur le dessin. C'est-à-dire que vu de gauche, ici, j'ai donc le détail des trous qui sont à gauche. J'ai deux trous. Et j'ai un autre trou à droite qui est là, qui ne semble pas avoir été représenté sur cette vue-là. Pourquoi? Tout simplement parce que au lieu d'avoir donc plusieurs lignes cachées une par-dessus l'autre qui pollueraient un peu l'interprétation du dessin, ben, j'utilise ma vue de gauche pour montrer uniquement ce qui est à gauche et ma vue de droite pour montrer ce qui est à droite. Ça peut faire des dessins qui sont plus propres et plus rapides à faire
euh, pour éviter là, d'avoir un dessin qui est lourd, ainsi de suite. Donc, ça se fait, mais on le voit pas super souvent en dessin, donc à l'ordinateur. Effectivement, je vais modifier un peu le layout de ça. Je vais essayer quelque chose. Non, c'est pas ça que je veux. On va essayer ça. On va le mettre un peu plus petit, c'est pas l'idéal, mais on va faire ça. Donc, on a ici la vue de gauche et la vue de droite, ici. Ça s'appelle une vue incomplète. Comme je dis, à l'ordinateur, on s'en sert. J'ai pas vu ça souvent à l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'à l'ordinateur, ça se fait très rapidement. C'est-à-dire que je vais demander une vue de droite ici et une vue de gauche là. Juste pour le montrer rapidement. Juste faire ça. Fais ça vite. J'ai réinstallé tout le logiciel puis alright. Donc là ici, j'ai pris un exemple d'un projet de consultation que j'ai fait il y a quelques années. Si je veux faire une vue, par exemple, et les installer, qu'est-ce que je fais? Je vais juste ici click and drag sur ma feuille papier. Je le positionne. Puis là, vous voyez, j'ai déjà fait ma vue de droite. Et en glissant, ma vue de face, désolé. Et en glissant la souris, je peux mettre ma vue de droite, ma vue de gauche, et ainsi de suite. Avec en plus ce qui s'appelle un isométrique qu'on va regarder à la fin. Là, ça fait déjà quelques fois que j'utilise ce mot-là. C'est pas long. Là, j'ai de la misère avec ça. OK. Donc là, ensuite, on pourrait aller positionner nos vues de cette façon-là. Donc, ce qui fait que je suis pas sûr que j'ai envie de passer plus de temps à créer une vue incomplète que de juste mettre mes deux vues, puis ça va être correct. Donc, il y a le cours est basé sur un vieux livre, à mon avis, qui représente plus ou moins les nouvelles façons de travailler à ce niveau-là. Ça, par contre, ici, ça c'est couramment utilisé. C'est ce que vous voyez là ici, c'est quoi? C'est une vue, donc on dit déplacée. C'est le même symbole pour une vue en coupe ou à toute fin pratique. Donc, c'est quoi une vue en coupe? Je vais vous montrer ça à l'instant. Ici. Donc, dans certains cas, nous, ce qu'on veut, c'est d'arriver à voir l'intérieur de la pièce. Donc, ce qu'on peut se faire, c'est se créer. Bon, ça va fonctionner. Bon, j'ai des problèmes de référence sur mon programme, là. J'ai pris un vieux modèle. Mais grosso modo, quand on regarde une vue en coupe, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a finalement ouvert la pièce en deux pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai comme une espèce de pièce un peu étrange ici. Ben, si je regarde d'où ça vient, je vais vous montrer ça dans le modèle SolidWorks directement. Si je vous montre d'où ça vient, ben, ce que j'ai pu observer, c'est finalement les auges à l'intérieur de l'objet. Donc, ce que j'ai fait, c'est une vue en coupe. De la même façon, je peux vous la faire ici dans le logiciel. Donc, ici, j'ai fait une vue en coupe. J'ai donc coupé mon modèle en deux pour voir l'intérieur. Si je faisais CTRL Z pendant un certain temps, vous voyez là que en faisant une vue de coupe, je peux voir ce qui se passe, c'est quoi les détails de design de l'intérieur, je peux voir comment ça fonctionne. Là, il y aurait normalement des supports à roulement qui s'inséreraient ici. Donc, il y a différentes choses qui pourraient se faire de cette façon-là à partir de ça pour montrer c'est quoi. Là, je vois que j'ai découpé avec des joints mécaniques qui sont là. Donc, j'ai plein d'informations lorsque je fais une vue de coupe comme ça. La vue déplacée, c'est quoi? C'est tout simplement une vue de coupe
à partir de laquelle on observe, mais en dehors de la pièce. C'est-à-dire que si je prends la vue qui est ici et que je déplace le plan de coupe, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet d'observer une partie de la pièce, puis tout ce qui est donc à droite de la vue qui est ici, ben je l'ignore. Donc c'est vraiment ça une vue déplacée, ça permet de sélectionner ce qu'on a envie de voir. Donc, la pièce géométrique que je vous ai montré, c'est pas le meilleur exemple, mais le principe est quand même là. Donc ça ici, c'est vue déplacée. Ensuite, on a des représentations conventionnelles de détails régulièrement répartis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si je prends l'exemple de ces trois nervures-là ici, ce que je peux choisir de faire pour se simplifier la vie, parce que cette vue-là, étant qu'elle est difficile à dessiner lorsqu'elle est en angle et elle ne donne pas nécessairement plus d'informations, je peux choisir de représenter ces ailettes-là ici, ces ailettes-là, comme si elles étaient à 180 degrés une de l'autre. Ce qui permet de simplifier de un le dessin, donc c'est plus simple pour les dessinateurs beaucoup, et ça n'enlève pas vraiment d'informations à la personne qui lit le dessin. Fait intéressant par contre, ben, encore une fois, quand on dessine à l'ordinateur, c'est pas une vue qu'on utilise ou une vue auxiliaire qu'on utilise parce que c'est plus long à effectuer que c'est plus long à dessiner ça que de dessiner ça, puis l'information est là. Par contre, un des avantages de ça qui, à l'ordinateur, est difficile à pallier ou à compenser, vous voyez les dessins des trous qui sont ici avec les ailettes. Là, si je modélise tout ça, vous voyez que ça commence à être un peu le bordel avec, ici, ça s'appelle un chemin de clé qui est ici. Ça commence à être le bordel en termes de lignes cachées. Donc, qu'est-ce que j'aurais à faire dans ce cas-là? Ce serait de ne pas montrer les lignes cachées et d'utiliser donc soit davantage de vues ou une vue en coupe pour bien représenter les trous qui sont là et les nervures de cette façon. Ça, c'est des représentations conventionnelles assez typiques. Maintenant, si on prend une vue de coupe, on va vouloir avoir donc des représentations assurées lorsqu'on coupe une pièce. Ici, l'exemple est assez bien montré. On prend le disque ou en fait le support à roulement qui est là. On met le plan de coupe qui est ici. Si je passe finalement à ce logiciel-là, vous voyez que mon plan de coupe, c'est ça ici. Et tout ce qui est de l'autre côté, d'un côté ou l'autre du plan de coupe, on le retire. C'est donc la même chose ici. Et la surface qu'on a coupée, on devrait la hachurer. Donc dans SolidWorks, il y a des options pour le faire directement. Dans le logiciel que je viens de réinstaller, c'est pas fait. Là. Je vais devoir réinstaller mes gabarits qui ont été supprimés. Donc, de quelle façon est-ce qu'on représente une vue de coupe lorsqu'on l'effectue? Ben ici, vous voyez d'abord deux symboles. Je vous ai dit plutôt que ça, c'était le même symbole que la vue de coupe, à une différence près. Généralement, on ne va pas prendre la ligne et la faire se toucher donc de bout à bout parce qu'on va aller cacher de l'information sur le dessin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais indiquer que ça, c'est un plan de coupe A, ici. Si je recule rapidement, j'ai deux indications AA pour donc démontrer que cette ligne-là est reliée une à l'autre. Parce que ça pourrait arriver que j'ai deux plans de coupe qui se croisent à 90 degrés. Il y a donc différentes vues qui peuvent euh, apparaître ou être utilisées. Maintenant, quand je fais une vue de coupe, de quelle façon est-ce que je représente tout ça? Ben, ce que je coupe devient une ligne de contour. C'est-à-dire que l'erreur la plus commune qu'on pourrait voir, ce serait l'exemple E, où j'ai coupé en plein milieu de la pièce. À l'intérieur, j'aurais normalement des lignes cachées. Et donc, j'aurais tendance à le représenter comme des lignes cachées. Mais étant donné que la pièce a été coupée en deux, ben, ça devient finalement des lignes de contour qu'on verrait si elle avait été vraiment coupée en deux, la pièce. Ensuite, il y a des détails un peu plus subtils, ben, en fait, soit vraiment moins subtils ou un petit peu plus. Ici, on voit
que les lignes de contour ne sont pas montrées. Ben, ça, c'est une erreur, c'est bien évident. Ensuite, là, est-ce qu'on veut montrer les lignes cachées dans une vue de coupe? Ben, préférablement non. Encore là, c'est tolérable dans certains cas, mais on ne montre pas typiquement les lignes cachées. Donc, il y a certains cas très très rares. Dans votre cas, ce ne sera jamais, mais dans la réalité, il y a certains cas très rares qu'on va s'en servir. Euh, mais on évite. Et finalement, le F, je vais en parler rapidement ici. Encore là, ça se fait assez intuitivement dans le logiciel SolidWorks. C'est pas tout le monde qui porte attention à ça, mais ça a quand même une certaine importance pour permettre de bien distinguer les lignes de coupe versus les lignes de contour, les lignes cachées ou les lignes d'axe. Donc, c'est quoi la notion principale de cette diapositive-là? Ben, c'est très simple, c'est que les hachures, lorsqu'on coupe la pièce ici, ne doivent pas ou doivent être le moins parallèles ou perpendiculaires possible aux lignes principales de la pièce. C'est-à-dire ici, vous voyez, je suis à un angle de 20-30 degrés par rapport aux deux lignes principales là. Je suis pas parallèle à ça ici. Je me suis donc orienté de manière à ne pas confondre les lignes de coupe ou les hachures de coupe ici avec des lignes de contour, des lignes d'axe. Ici, on voit l'erreur, ce serait d'avoir donc des lignes de hachure à 45 degrés ou perpendiculaires comme ça ici. Donc ça, c'est à faire attention. Dans le logiciel, là, je parle toujours de SolidWorks parce que c'est dans le cadre du cours. Dans le fond, tous les logiciels de CAD là, mécaniques vont avoir une option pour ajuster l'angle de la hachure de la vue de couple vue en plan ou vue sur une vue orthogonale. Il faut juste prendre le temps de le remarquer pour faire un bon travail puis de le modifier. C'est sûr que c'est pas dramatique, là, mais c'est une bonne pratique à avoir. Maintenant, on a donc différents tracés de plans de coupe. Donc, je vous avais dit qu'il y avait la vue AA de cette façon-là, ici, qui est aussi pour un plan ou une vue déplacée. Et il y a la vue AA qui est séparée de cette façon-là pour éviter de cacher des informations sur le dessin pour rien. Ensuite, ça c'est typiquement vu. Ça, on le voit aussi de temps à autre, mais donc c'est quoi la différence? C'est qu'on a donc ils sont reliés donc du point A au point A de cette façon, mais on va aller faire un double trait ici pour représenter les vues en coupe ou un trait régulier de cette façon-là. Donc là, on donne des dimensions, on va pas aller là, tu sais, c'est pas ça l'information du cours qu'on veut retenir. Euh, je vous dirais que si vous retenez que si vous voyez donc une droite avec deux flèches et une indication de lettres qui correspondent ici, peu importe ce qui se passe entre les deux, il y a des maudites bonnes chances que vous ayez une vue de coupe. Vous ayez à faire une vue de coupe. Donc ça, c'est comment les reconnaître ici. Ensuite, la disposition, ça, je vais passer assez vite. Je trouve que cette diapo-là est plus ou moins applicable, mais effectivement, on peut réfléchir. Je pense que ce que je dirais à cette diapositive-là, c'est qu'on devrait réfléchir à où est-ce qu'on devrait mettre notre vue de coupe pour que ce soit représentatif. Ce que j'aurais comme exemple, normalement, là, mon programme il a l'air d'avoir de la misère. Je vais essayer quelque chose. Donne-moi 2 petites secondes. Bon, je pense que j'y arriverai pas. J'ai un vrai. Non, j'y arriverai pas. J'ai un problème avec le logiciel. Je vais réinstaller cette semaine, puis je le regrette un petit peu.
Donc, finalement, ce que je veux dire, c'est que la vue de coupe, on va pas briser son alignement avec la pièce autant que possible. Donc là, c'est pas nécessairement vrai ce que je dis. En construction, ça l'est particulièrement pas parce que ça fait des dessins qui sont gigantesques. Là. Souvent, on va avoir un immeuble vu de côté avec une vue de couple comme ça. Euh, Clairement, les vues de couple en question, ben, elles vont se retrouver en bas de la page, donc distribuées également. Donc, on essaie de garder la liaison de chacune des lignes, c'est-à-dire que les lignes de contour ici devraient être alignées, mais ce n'est pas nécessairement vrai ce que je dis. C'est une- un objectif, mais souvent on réalise que ça ne nous rendra pas service de garder ça lié de cette façon-là. Donc, il y a moyen de faire ça intelligemment, mais c'est pas tout le temps simple. Ensuite, il y a des astuces de dessin quand même intéressantes qui sont utilisées aujourd'hui. C'est des demi-coupes, c'est-à-dire que plutôt que d'enlever une pièce au complet puis d'avoir recours à trois vues au lieu de deux, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la pièce partiellement de cette façon-là ici et je vais enlever le corps de la pièce pour montrer finalement la géométrie entière. Je monte l'extérieur et je monte l'intérieur dans une seule vue. Fait que ça, moi, en termes de communication graphique, c'est super efficace, c'est dense, l'information est là. Là, il n'y a pas à se promener partout. Tout le temps une notion de est-ce qu'il faut que je balaie toute la page pour trouver mon info ou en un seul point, j'ai toute l'information et cette information-là, elle est pas trop dense. C'est-à-dire que je suis pas obligé de plisser les yeux, mettre la feuille à deux pieds, à 2 pouces, puis OK, c'est ça que je suis en train de lire. Donc ça, c'est une astuce vraiment intéressante pour densifier l'information tout en la gardant bien claire. Donc ici, bon, on évite les lignes cachées évidemment, là, on alourdirait le dessin pour rien. Et ici, on a une coupe partielle. Donc pour la coupe partielle, c'est quoi? C'est que finalement, c'est un peu comme si on tronquait ou on éliminait une partie de la pièce pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est similaire à cette vue-là qui est la demi-coupe, mais au lieu d'être vraiment donc délimité par une ligne, un plan, ainsi de suite, on va dire que cette zone-là, je regarde à l'intérieur, je mets des lunettes X-ray, disons, là, puis je regarde ce qui se passe dans cette zone-là ici. Et ça permet de montrer, par exemple ici, c'est une buse de graissage où j'ai un support ici à roulement ou tout simplement un support graissé dans lequel je vais mettre un pistolet à graisse ici et je vais pousser de la graisse à l'intérieur de l'ouverture qui est là, dans lequel j'aurai un cylindre ou un axe de rotation, par exemple. Donc, les vues partielles, ça, c'est utilisé dans le logiciel, ça se fait très rapidement aussi, c'est vraiment le fun, c'est vraiment fonctionnel. Il faut prendre le temps de le faire un petit peu. Ça ici, c'est une vue qui je n'ai jamais vu, ça se fait là, mais j'en ai jamais vu encore dans l'industrie parce que ça commence à être compliqué. C'est tout le temps une question, je pense qu'on est tous un peu paresseux dans la vie, puis quand ça commence à être compliqué, on trouve une autre façon de le représenter. Vous allez voir, on va parler éventuellement de cotes de perçage, euh, puis on va donc, au lieu d'avoir recours à des vues auxiliaires comme ça, on va tout simplement le coter sur une seule vue. Donc, c'est quoi une coupe brisée? Ben, une coupe brisée, c'est qu'au lieu d'avoir tout simplement là, cette ligne-là qui est donc droite de cette façon-là, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va se permettre de couper à différentes profondeurs en fonction de la hauteur dans la pièce. Donc là, ici, vue à droite, on dirait vraiment que la vue AA, elle est le long du même plan. On voit le détail de ce trou-là, on voit le détail de ce trou-là, mais en réalité, ben, ils sont pas à la même position, donc gauche-droite sur la pièce. Ça peut être intéressant, ça peut densifier l'information dans certains cas, mais c'est rare que ça justifie euh, qu'une vue est justifiée, une vue brisée, donc à plan parallèle, est justifiée quand on veut faire fabriquer quelque chose. On va trouver d'autres astuces. Ensuite, si on coupe une nervure, donc une nervure, c'est quoi? C'est essentiellement c'est juste un renfort de pièces. C'est-à-dire que euh, vous allez le voir donc dans
plusieurs situations, entre autres les moteurs à essence, il y a beaucoup de ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièces ou de matière qui a l'air d'avoir aucune autre fonction que de rigidifier. Voilà, je suis allé un peu vite. Donc quand on parle d'une nervure, c'est quoi? Si je fais ça très rapidement, donc cette pièce-là ici, j'ai un U qui, par exemple, tiendrait, là, j'aurais un perçage ici, un perçage là, je ne le ferai pas. Et puis, je vais éviter d'avoir une pièce qui est trop épaisse dans cette zone-là pour sauver finalement des coûts en matière. Par exemple, je pourrais la faire très très mince ici, mais évidemment, en la faisant plus mince ici, cette pièce-là, elle serait flexible. Elle deviendrait finalement pas intéressante. L'exemple extrême, je pense que ça devient un peu évident, mais la feuille est tellement mince qu'elle elle se plie finalement très facilement. Par contre, qu'est-ce qui arrive si je la plie à angle, cette feuille-là? Donc là, on improvise un peu. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai plié la feuille. J'ai encore cette portion-là qui est très mince, mais j'ai la partie qui est ici qui crée donc un effet de force. Donc évidemment, la feuille est mince elle-même, mais elle devient plus difficile à plier. Et puis si c'était rigide ici, je deviendrais incapable de plier la feuille. On voit déjà que c'est plus difficile. Évidemment, je ne force pas particulièrement, mais c'est un peu la fonction d'une nervure. Maintenant, ce que je pourrais faire pour renforcer cette pièce-là, ce que je vais faire, c'est tout simplement me créer une nervure. Donc cette nervure-là, ce serait quoi? Je vais le faire très simplement, comme ça ici. Donc vous voyez, j'ai ma pièce, j'ai mis très peu de matière ici, et en mettant juste un petit renfort donc transversal de cette façon-là, je viens de créer une pièce qui est beaucoup plus rigide, qui aurait donc une fonction de support ou de fixation beaucoup plus robuste que si j'avais pas fait ça. Donc ça, c'est des méthodes que les concepteurs, les designers utilisent pour sauver de la matière. Donc ça ici, le nerveux, là, vous allez voir ça dans plein d'endroits. En matériaux, je pense que vous allez voir des poutres peut-être, ou en tout cas des moments d'inertie avec donc des moments de rotation. Donc vous allez voir l'application d'une nervure dans le cours de matériaux cette année. Maintenant, une dernière vue auxiliaire qui est intéressante, c'est les sections rabattues. Sections rabattues, est-ce que vous savez quand est-ce que vous avez vu ça dans le cours à date? Vous l'avez vu une fois. Non, les congés, c'est les congés, on en voit ici, on en voit donc ici c'est un congé ou on va dire une doucine. Il y a plusieurs donc coins arrondis. Les sections rabattues, c'est des sections qui permettent de voir le profil de la pièce dans à l'intérieur même d'une vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une vue rabattue? On prend une section de la pièce et on la pivote comme ça pour voir son profil. L'exemple ici, je vais peut-être zoomer, ça vous aidera peut-être. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris la section, donc une section de cette pièce-là comme ça, et on l'a pivoté de 90 degrés pour la voir à l'intérieur. Donc ce qu'on comprend ici avec la vue rabattue, vous voyez avec la surface hachurée qui est là, c'est qu'ici j'ai un profil. J'ai un profil carré, ici j'ai un profil octogonal, et ici j'aurai un profil circulaire comme ça ici. De la même façon, ça ici c'est pour des poutres typiques. Donc, ce serait un rail de pont roulant, par exemple, ça assez typique. Une poutre de bâtiment industriel. Donc, on a
la poutre le long, on en prend une section et on la rabat pour donner l'information de profilé de celle-là. Donc là, on aurait donc cet exemple-là ici, différentes choses. Celui-là, on prend la section de la roue, ça ressemble à une roue d'inertie ou un volant. Donc, on prend la section, on la rabat et on voit finalement que l'extérieur c'est plat avec une petite nervure ici pour la renforcer vers l'intérieur comme ça. Donc c'est une solution qui est astucieuse, qui condense l'information au maximum et qui montre facilement. Il n'y a pas d'association à faire, il n'y a pas de recherche. Ok, ça c'est la vue AA, faut que j'aille me retrouver ailleurs, c'est où, d'où ça vient. Donc c'est une belle façon de faire, ça se fait dans les logiciels informatiques. Je n'ai pas vu ça souvent encore, mais ça se fait malgré tout. Je l'ai fait quelques fois là, pour me simplifier la vie, mais ça court pas les rues. Est-ce que c'est bien compris ce que je décris ou plus ou moins? Et si on parle de ça, ben oui, c'est ça, un peu comme le E versus le B, là, à mon avis, c'est les deux. En fait, le E, c'est l'erreur qu'on va voir le plus souvent. Ce qu'on a coupé, c'est un peu. Je vais vous faire un exemple similaire rapidement. J'espère. Ouais, je pense que ça va marcher comme ça. Est-ce que mes exemples sur SolidWorks, c'est quelque chose d'intéressant pour vous? Là? Je le fais depuis un bout de temps, mais j'espère que. Parfait. Donc, on va faire ça rapidement. Donc là, on a une pièce assez similaire. On va faire des congés juste pour avoir fait ça en bonne et due forme. Alright, donc là on a une pièce. Donc là, moi je veux voir l'intérieur de la pièce. Évidemment, si je me mettais vue de droite, comme ça, et que je mets les lignes cachées, on voit qu'il y a des lignes cachées qui apparaissent ici, là, et ainsi de suite. Par contre, ce que je vais faire avec une vue de coupe, qu'est-ce que je me retrouve à faire? Je me retrouve à la scier en deux. Là. Je la coupe littéralement en deux, ce qui me permet de voir à l'intérieur ce qui se passe. Comme ça. Donc là, ce qui, à un moment donné, est une ligne cachée, en réalité, n'en est plus une parce que j'ai carrément coupé la pièce, puis il n'y a plus de matière qui cache les lignes de contour qui sont ici. Donc si je me mets en vue de droite, et là j'espère que SolidWorks va bien le représenter, on a des lignes de contour qui apparaissent au lieu de lignes cachées parce que, en fin de compte, on les voit. On a retiré la matière de la pièce. Parfait. C'est une autre question? C'est bon. Donc on a ça, la section rabattue, on a ça ici. Et finalement, bon ça c'est un truc là, qui aurait pu être dans les premières diapositives de projection orthogonale, on en a parlé rapidement. C'est la projection isométrique, c'est-à-dire que on a ici les trois vues, et puis on va aller mettre la projection isométrique pour que notre cerveau fasse OK, c'est ça je regarde, puis qu'il n'y ait pas à analyser. Donc là, nous, dans le cours, ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire des liens entre les vues, puis d'acquérir cette compétence-là, ou cette compétence-là, carrément. Mais là, évidemment, dans la vie de tous les jours, on n'est pas là pour se compliquer la vie. Donc, on va se mettre une vue isométrique qui est ici pour bien représenter
de quoi la pièce aurait l'air en 3 dimensions. Maintenant, il faut faire attention, ils ont fait une erreur dans cette diapositive-là, c'est-à-dire que la pièce ne devrait pas être ombragée. Donc, elle doit être autant ombragée que ces 3 vues-là, tout simplement. C'est quoi une vue isométrique? Ben, c'est une vue dans laquelle l'orientation de la pièce va représenter les angles dans les axes principaux avec le même ratio de longueur. C'est une longue phrase, là, je vais expliquer ça dans SolidWorks, ça va être plus simple, je crois. Je pense que je l'avais ici. Fermez ça. Ok, la voici. Donc, je vais y aller avec celle-là, puis je vais en faire une plus simple par après. Donc, quand on parle d'angle dans laquelle les arêtes sont représentées, donc tous à la même longueur, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si je me mets face à ça, mon arête de profondeur, quelle est sa longueur représentée vue de face? Donc, la longueur représentée vue de face, la profondeur, la longueur de la profondeur représentée vue de face, c'est quoi? C'est nul. Par contre, plus je m'incline donc de côté de cette façon-là, plus l'arête de profondeur va être représentée donc pleinement et à l'inverse, la longueur par exemple de largeur, elle va disparaître graduellement jusqu'à ce qu'elle soit disparue complètement. Donc, il y a un moment où on peut donc dire que la proportion représentée de la largeur va être la même que celle de la profondeur. Donc là, à l'œil, j'irais à peu près ici. C'est difficile à visualiser à cause que c'est pas la même longueur, mais la proportion de chacune des longueurs est la même. Et puis j'en ferai la même chose vu en me déplaçant vue de dessus, de manière à avoir donc une proportion égale sur chacune des vues comme ça. C'est peut-être pas évident pour cette pièce-là parce que la pièce n'est pas. Il y a comme aucune arête qui a la même longueur. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vu comme ça, vous êtes capable de bien voir qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est cette pièce-là et de quoi elle aurait l'air en 3 dimensions là, sur votre bureau, sur votre table. Si je prends le même exemple ici, puis je vais finalement faire un carré. Oups. Donc là, ici, le cube, c'est l'exemple parfait. Toutes les arêtes qu'on voit ici ont toutes la même longueur réelle, 50 mm dans cet exemple-là. Et puis, vu de face, je ne vois que la largeur et la hauteur. Et puis là, si je me pivote légèrement, je vais voir de plus en plus l'axe de la profondeur. Maintenant, à l'œil, je pense que c'est à peu près la même longueur représentée ici. Par contre, la hauteur est beaucoup plus... Le ratio de représentation de la hauteur est supérieur aux deux autres. Je vais donc ici me mettre comme ça, de cette façon-là. Et on voit à un certain moment que ces 3 arêtes-là à l'écran, ou telles que perçues, ont la même valeur. Donc, c'est une vue isométrique. Vous voyez, dans le cas des vues de logiciels CAO, là, de conception assistée par ordinateur, il y a tout le temps un bouton pour une vue isométrique. Donc, je n'étais pas trop loin de la vue isométrique comme ça pour être en mesure de voir de quoi a l'air la pièce et de créer ces vues-là dans les
projection orthogonale. Donc ça, c'est super utile là, pour décrire une pièce. C'est pertinent. Les dessiner à la main, là, avant on montrait comment faire ça. On a retiré ça parce que c'est long et c'est compliqué pour pas vraiment de plus-value. C'est bon de savoir à quoi ça sert, de le dessiner à la main. Euh, c'est c'est pas super pertinent. Donc évidemment, chacune des cette information-là est vraie pour les axes principaux, donc X, Y, ou en fait X, Y et Z selon votre référence. Et toutes les autres longueurs ne sont pas donc représentées avec la même proportion. C'est seulement ces trois-là qui correspondent à la bonne valeur. Donc c'est un vrai petit cours aujourd'hui, j'ai pas menti cette fois-là. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à la matière qu'on a fait aujourd'hui? Règle générale. Pas en toute transparence, non. Je pense que c'est quand même important de comprendre les principes généraux, pas parce qu'on va les appliquer, juste parce que la communication graphique, c'est beaucoup de subtilité. Puis là, vous allez comprendre mon mindset dans les prochaines semaines. Euh, mon, le cours, j'essaie de le faire pour qu'il soit intéressant pour pratique ou qu'il y ait une plus-value pour tout le monde, là. Fait que vous allez voir que je vais vous donner des notions qui sont pas dans le cours, mais qui permettent d'avoir un mindset intéressant pour faire pour travailler plus tard, là. Fait que non, c'est pas dans le cours, mais une mentalité intéressante dans les notes. Avez-vous d'autres questions? Ouais, ouais, ouais. Parfait, donc pas d'autres questions. Je vais vous envoyer le lien pour installer SolidWorks dès que possible, puis je vais tenter de vous envoyer la méthode ou la procédure pour se connecter à un ordinateur via la maison. J'aimerais beaucoup que vous le testiez, euh, donc le plus tôt possible, de vous connecter, que certains étudiants le testent. Je vais moi-même le tester évidemment, mais étant donné que j'ai pas les mêmes accès ou les droits d'accès que vous, ce serait vraiment apprécié que vous fassiez des tests. Pourquoi? Parce que euh, c'est un outil qui va nous être très utile, puis probablement que l'examen de fin de session va se faire en se connectant à distance. Donc prenez l'habitude, dès qu'on pourra, dès que je saurai comment, de vous connecter à distance pour vous assurer que ça fonctionne bien sur votre ordinateur, euh, ainsi de suite. Donc, on me demande si on est obligé de se connecter à l'ordinateur, aux ordinateurs de l'école. La réponse est non. On va vous donner une licence étudiante pour le faire. Par contre, l'examen final, de la manière que j'ai compris, évidemment, là, c'est tout le temps du nouveau pour nous. Là. On va développer la procédure en détail dans les prochaines semaines. Mais vous devriez vous connecter à distance. Donc, testez-le. Quand je vais vous envoyer l'information pour vous connecter à distance, n'hésitez pas à le tester. Ça va vous éviter beaucoup de troubles. Puis nous, ça va nous permettre de flaguer au service informatique que ça fonctionne ou non comme il faut. Euh, T'es pas obligé de les réinstaller. Là. Évidemment, je me doute bien que tu as payé très cher sur genre Pirate Bay pour obtenir la licence. Donc, tu n'as pas à le réinstaller, là. Il n'y a pas de problème, là, surtout que vous en faites une utilisation personnelle. Là. Euh, Fait que t'as pas à le réinstaller pour ça. Par contre, vous devez avoir la version 2020 d'installer ou la version 2020-2021 pour la version étudiante. Donc, il y a comme c'est un peu mélangeant, mais la version qu'on utilise étudiante, c'est 2020-2021. Si vous n'avez pas de licence étudiante, c'est la version 2020 pour SolidWorks.
AutoCAD, ça reste à déterminer, mais ça risque fortement d'être la même chose. Par contre, AutoCAD est beaucoup moins évolutif que SolidWorks dans les façons de dessiner là, ou l'interface, donc les différences vont être moins grandes. Par contre, si vous avez la mauvaise version d'AutoCAD, vous ne pourrez pas ouvrir les documents qui sont faits sur une version plus récente. Alright, vous avez donc plus d'autres questions? Ouais. C'est une excellente question. J'ai jamais fait le test. Ce que je peux vous recommander, c'est le logiciel. Sur mon ordinateur personnel, j'ai VNC Viewer. Fait que si ça marche pas, la licence sur plusieurs ordinateurs, VNC Viewer, ce que ça me permet de faire, bon là c'est sûr que je suis connecté sur mon propre ordinateur, mais ça par exemple c'est mon ordinateur au bureau. Euh, je peux, en me créant un compte, me connecter directement. Là, j'ouvrirai pas ça parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai laissé d'ouvert au travail là-dessus, là, mais grosso modo, là, en ce moment, je suis à Anjou, puis je me suis connecté sur mon ordinateur directement. Ça m'a pris 22 points, en fait 2.2 secondes. Là. Fait que si la licence fonctionne pas sur plusieurs ordis, sur une alternative qui est intéressante, je vais même faire la publicité pour TeamViewer, qui est un autre logiciel super fonctionnel. Fait que là, vous pouvez voir que je suis le support technique de mon père, je me suis connecté sur sa tablette. Bref, euh, je peux me connecter directement. Ça, c'est un ordinateur de l'école. Ça fait plus de 3 ans que je ne me suis pas connecté. Ça marche encore. Donc, il y a des façons de faire pour comme contourner ça. Puis bon, cela m'inquiète pas mal moins. Là. Ça sera pas bien long. Est-ce que je me souviens du code? Donc là, vous voyez que, somme toute, pour travailler dans un logiciel, tu sais, là, je suis Works 2018, ça se travaille quand même très bien. Tu sais, vous voyez, il n'y a pas trop de lag. Tu sais, je peux vraiment manipuler les choses de manière assez fluide. Ok, je suis en train de scraper mes affaires. Donc ça se travaille vraiment bien, là, puis il y a pas de lag, il n'y a pas de délai, c'est vraiment super fonctionnel. Fait que c'est un truc que je vous donne là, pour les programmes que vous n'avez pas de licence sur tous vos ordi. Fait que même vous pourriez travailler de l'école sur votre ordinateur personnel à la maison s'il est ouvert, de manière à avoir toujours le même setup. C'est une des options. Je vous le recommande plus ou moins, mais c'est une option qui est disponible. Ben, personnellement, dans le day-to-day, là, j'aime beaucoup TeamViewer parce que il est simple d'utilisation, mais les deux, honnêtement, je me sers des deux parce que lui, il est gratuit pour une utilisation personnelle. Puis VNC, je m'en sers me connecter à mon ordinateur de job qui ils ont détecté à un certain point que je m'en servais pas pour une utilisation personnelle. Donc là, j'ai vraiment séparé les deux pour dans le day-to-day, j'utilise TeamViewer davantage, mais j'ai pas de commission là, sur le nombre d'enregistrements que vous faites sur TeamViewer. Plaisir. Avez-vous d'autres petites questions? La licence, ça dure 1 an, donc vous allez l'avoir jusqu'à 2000, pas mal jusqu'à ce moment-ci dans l'année. Là. Donc quand vous l'installez, vous en servez pendant 1 an. Après ça, vous
certaines personnes, des fois, me redemandent des licences par après. Là. Je vais pas vous mentir, l'année prochaine, il n'y a pas beaucoup de chances que j'enseigne. Fait que pas beaucoup de chances que je regarde mes courriels. Mais vous pouvez demander à Idriss Amara ou à un autre prof pour vous donner une nouvelle licence. Là. D'habitude, on n'en manque pas, puis c'est pas tout le monde qui est super intéressé. Sinon, il y a d'autres solutions que certaines personnes ont déjà trouvées dans la classe apparemment. Alright, s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'on peut faire l'impression 3D sur SolidWorks? Oui, tout à fait. Là, je peux pas vous sortir ça, mais ça c'est une pièce que je me suis imprimée en 3D pour supporter un ventilateur dans mon frigidaire euh, à bière. Donc oui, on modélise ça, on enregistre ça sous format ici, dans un format spécial qui est STL quelque part. Bref, on dérape un peu. Là. Si ça intéresse pas tout le monde, vous pouvez quitter. Là. Je pense qu'on n'est plus ici STL. On enregistre ça là-dedans, puis dans un autre logiciel, on programme l'impression. Ça se fait, c'est vraiment facile. Là. C'est comme si je dis que c'est 2 minutes à faire, c'est généreux. Là. Ça se fait vraiment rapidement. Alright, donc je vais aller dans l'autre salle pour ceux qui ont des questions individuelles. Je vais rester connecté jusqu'à la salle jusqu'à 9h30 ou mettons 45 minutes sans que personne ait posé de questions. Là, ça se peut que je ne reste pas collé devant mon ordi là, tout le temps, mais je vais rester disponible certainement. Donc, je vais changer de salle. Salut Kelly. Non, non, ça c'est mon erreur, fait que c'est sûr que ça dérange pas. C'est TCH005, c'est l'ancien nom du cours, l'ancien numéro de cours. Elles seront données. Je vais en imprimer en supplément au cas où vous ayez à recommencer le numéro. Facile. Merci. Bonne soirée. Salut. Hein? Moi, je suis. J'ai un petit mou. Sûrement ça à bien des places, mais Pas bonne place.
Je vois. Cours est fini, là. Ouais. Genre, tu sais, c'est le genre de cours que